frères, chers amis, c'est avec un très très grand plaisir que je vais vous présenter aujourd'hui un thème très important qui me tient à cœur, qui est l'étude de la cristallerie. Donc je vous rassure tout de suite, tout savoir sur la cristallerie en 1 heure, ça risque de ne pas être possible. Par contre, il faut savoir que la formation, elle dure 4 jours, donc 31 heures au total. Il y a un problème avec le... Attends. C'est bon? Très bien. Donc, je disais que tout savoir sur la cristallerie en 1 heure, ce n'est pas possible. Bien sûr, vous l'aurez imaginé. Étant donné que déjà la formation dure 4 jours et 31 heures au total. Donc, qu'est-ce qu'on peut bien faire en 1 heure? En 1 heure, je vais essayer de vous transmettre la motivation et faire une introduction au monde de la cristallerie parce que c'est vraiment un monde. Pourquoi? Parce que toujours dans le processus d'une acquisition d'une nouvelle compétence, la motivation est très importante. Quand vous êtes motivé, vous allez trouver du temps, vous allez trouver les ressources nécessaires. Et l'idéal, bien sûr, c'est qu'avec le temps, vous soyez passionné. Et je ne vous cache pas que moi, je suis passionné par les cristaux. Donc, je vais essayer de vous transmettre au moins un bout de cette passion. Donc, l'intitulé ne sera pas tout savoir sur la cristallerie, mais beaucoup plus une introduction à l'étude de la cristallerie. Et pour ça, on va donc voir 5 chapitres. D'abord, c'est quoi une cristallerie et quel est son intérêt? Par la suite, on verra quelle est la procédure de la cristallerie. Après, on va visualiser et voir les cristaux les plus importants que tout néphrologue devrait connaître et devrait reconnaître. Par la suite, on verra quelles sont les anomalies biochimiques ou les anomalies biologiques qui en découlent, parce qu'en fait, c'est ce qui nous intéresse vraiment. Et je terminerai par vous montrer quelques limites quand même. Comme tout examen, ça a des limites. Mais avant tout cela, on vous a distribué une feuille. Donc, nous allons faire un pré-test anonyme, ne vous inquiétez pas. Donc, il n'y aura pas votre nom, prénom dessus. Donc, je vais vous présenter 12 questions. Et en fait, vous allez mettre cocher la réponse juste. Et par la suite, on va répéter le même questionnaire à la fin pour voir l'impact qu'aura cet atelier sur vos connaissances. Voilà. Donc, je vais commencer directement la première question. Alors, ça sera 12 QCS. Hein, c'est des questions à choix simple. Une seule réponse juste. Et donc, je vous laisserai 20-30 secondes par question. La première question, comment appelle-t-on ce cristal? Wédélite, wéwélite, struvite, acide urique, carbapatite. Alors là, si vous ne connaissez pas le cristal, c'est mal parti pour moi. Je connais dire un chronomètre. C'est bon, on passe? Deuxième question. Les cristaux de wéwélite sont des cristaux de phosphate de calcium, oxalate de calcium dihydraté, phosphoammoniaco-magnésienne, acide urique, oxalate de calcium monohydraté.
quelques secondes. Troisième question. Alors, ça ne sert à rien de discuter entre vous parce que c'est une auto-évaluation. Donc, il vaut mieux que ce soit vos prérequis pour que vous, après, par la suite, vous allez réévaluer et voir l'impact qu'aura cet atelier sur vos connaissances. Donc, troisième question, comment appelle-t-on ce cristal? Struvite, ouédélite octaédrique, ouédélite dodécaédrique, acide urique déhydraté, acide urique amorphe. C'est bon? Quatrième question. Quelles anomalies biochimiques ou laquelle anomalie biochimique est suggérée devant la présence de ce cristal? Toujours le même. Une hyperoxalurie modérée, une hypercalciurie modérée, une hyperoxalurie majeure, une hypercalciurie majeure ou une hyperuricurie. Cinquième question. À compte coché ou là? Ah, d'accord. Quelle anomalie biochimique est suggérée devant la présence de ces cristaux? Pathognomonique. Cystinurie, hypercalciurie majeure, hyperacidité urinaire, hyperoxalurie majeure, hyperuricurie. Sixième question. Je pense que ce sera le déjeuner qui a retenti sur les capacités intellectuelles. Quelle anomalie biochimique est suggérée devant la présence de ces cristaux? Une hyperoxalurie, une hypercalciurie, une cystinurie, une hypocitraturie, une xanthinurie. Je passe. Septième question. Comment appelle-t-on ces cristaux? Il faut bien les voir, comme ça, vous verrez par la suite c'est quoi. 1. Struvite. 2. Carbapatite. 3. Caoxite. 4. 2. 8. Dihydroxyadénine. 5. Acide urique amorphe. 8. La présence de ces cristaux, ou la présence de cristaux de struvite, phosphoammoniaco-magnésienne, est associée à une hyperuricurie, un déficit en APRT, une hypercalciurie majeure, une hyperacidité urinaire, une infection à germe uréasique. Infection urinaire à germe uréasique. Neuvième question. La réalisation d'une étude de la cristallurie se fait sur la totalité de l'urine des 24 heures, les premières urines du matin à jeun, un prélèvement sanguin centrifugé, un échantillon d'urine gardé au réfrigérateur, un prélèvement sanguin et urinaire. 10e question. La formation de tous ces types de cristaux est pH dépendante, sauf pour un, lequel? pH dépendante. Ouédélite, bruchite, struvite, acide urique, urate d'ammonium. Je vous laisse 10 secondes de plus. pH dépendante. Sauf pour un. C'est bon. 11e question. Comment appelle-t-on la formation d'un nouveau cristal à partir d'un cristal initial? Un agrégat, une multiplication, une dissolution, un macle, une mutation.
Dernière question. La présence de cristaux de bruchite fait évoquer le diagnostic suivant. Maladie de Kakirichi, hyperparaprimaire, cystinurie, polykystose rénale, intoxication à l'éthylène glycol. Pardon. Voilà, donc pour le pré-test. Par la suite, vous allez garder la même feuille et on fera à la fin le post-test. Et je vous donnerai les réponses. Comme ça, vous allez voir, compter le nombre de réponses justes, le pré-test ou le post-test. Donc, on commence. Premièrement, donc on va voir c'est quoi une étude de la cristallurie et c'est quoi son intérêt. En fait, on l'a souligné ce matin, la cristallurie, elle fait partie de l'examen de première intention, bilan du CLAFU, examen de première intention dans la recherche étiologique, l'exploration de l'étiologie des lithiases rénales. Pourquoi la cristallurie est importante? Parce que, en fait, l'étude de la cristallurie va intervenir à mi-chemin entre la formation de calculs, plutôt entre les anomalies biochimiques et à la fin la formation du calcul. La même chose, donc on a la cristallurie et qui va donc être à mi-chemin donc entre les anomalies biochimiques. C'est surtout ce qu'on appelle une rupture de l'équilibre entre promoteurs et inhibiteurs, augmentation des promoteurs, baisse des inhibiteurs qui vont provoquer la sursaturation de l'urine en facteurs cristallisables qui vont donner cette cristallurie. Et avec le temps, cette cristallurie soit va engendrer des calculs ou une néphrocalcinose. Donc la cristallurie résulte d'une véritable rupture de l'équilibre entre promoteurs et inhibiteurs. Les promoteurs d'un côté, chef de file, calcium et oxalate et phosphate et acide urique, etc. Et les inhibiteurs, les plus importants, en fait, les plus accessibles pour nous, c'est la citrate, le magnésium et beaucoup d'autres. Donc, la sursaturation, elle va être aussi acutisée ou il y aura plusieurs phénomènes qui vont faire que cette sursaturation va engendrer une véritable carrière rénale avec une production continue pour certains patients de lithiase et donc retentissant sur la qualité de vie et bien sûr source de morbidité et même de mortalité. Donc en résumé, une étude de la cristallurie, c'est quoi en fait? Très simplement, c'est rechercher, identifier les cristaux urinaires sur un échantillon d'urine, on le verra par la suite. Cette identification va nous permettre de préciser ou d'orienter vers les anomalies biochimiques causales, ce qui va nous aider à établir un diagnostic et bien sûr proposer des traitements lorsque cela est possible. Donc l'intérêt de la cristallurie, on peut le résumer en 4 grandes lignes. Premièrement, le dépistage de maladies métaboliques cristallogènes. Et là, c'est là où la cristallurie joue un rôle prépondérant, très très important. Il suffit d'un examen de quelques secondes pour poser un diagnostic, redresser un diagnostic ou parfois une errance diagnostique qui a duré des années, notamment pour la cystinurie, pour les lithiases monogéniques comme la xanthinurie, comme l'hyperoxalurie primaire. Deuxièmement, l'intérêt de la cristallurie, c'est bien sûr le diagnostic étiologique des lithiases rénales. Troisièmement, l'identification des cristalluries médicamenteuses, dans le cadre par exemple d'une insuffisance rénale aiguë qu'on n'arrive pas à étiqueter, tout est normal, qu'est-ce qui se passe? Et quatrièmement, l'appréciation de l'efficacité diététique, des mesures diététiques et des traitements qu'on donne à un
patient lithiasique. Donc, quelle procédure? Maintenant, on va s'étaler un petit peu. Donc, la procédure, elle consiste en 3 étapes principales. Nous avons une étape préanalytique, où il est très important de comprendre que la cristallurie se fait sur les premières urines du réveil à jeun. Premières urines du réveil à jeun. Et que l'examen, l'analyse doit être faite dans un laps de temps le plus court possible. Donc, on peut, si c'est entre 2 à 3 heures au maximum, quoi. Dépasser ce délai, si vous ne pouvez pas avoir une urine de moins de 3 heures, il vaut mieux que le patient fasse l'urine à votre niveau, soit au cabinet ou là au laboratoire, pour obtenir une urine fraîche, mais toujours il faut qu'il soit à jeun. C'est très important. La deuxième étape, c'est l'analyse elle-même, qui va comporter surtout la mesure du pH, qui est très importante, une chimie urinaire, et enfin l'examen principal, c'est l'examen en microscopie optique, en lumière blanche et en lumière polarisée. On le verra par la suite. Et la dernière étape, c'est l'établissement d'un compte-rendu. On établit le compte-rendu et on va le voir aussi, un modèle de compte-rendu. Plus de détails. Donc, dans le protocole d'une étude de cristallurie, récolter les premières urines du réveil à jeun ou urine fraîche à jeun, conserver à une température ambiante supérieure à 20 degrés, jamais dans le réfrigérateur. Idéalement, il faut les examiner dans les 2 heures. Et par la suite, l'examen, on va prendre l'échantillon d'urine, on va faire une homogénéisation par retournement, on va juste retourner le pot 2 ou 3 fois, je vous montrerai par la suite. Et on prend un échantillon avec, donc on prend un échantillon à mettre dans une cellule de Malassez. On appelle ça une cellule de Malassez. C'est une cellule qui est quadrillée. Ça va nous aider à faire le comptage des cellules, des cristaux et tout. On le verra par la suite. Après, donc, on va faire l'essentiel de l'examen. Mais avant, j'ai l'impression d'avoir oublié quelque chose de très important. J'ai oublié de mentionner qu'il fallait bien sûr mesurer le pH et la densité urinaire. Donc le pH est une étape très importante dans l'étude de la cristallurie. On verra pourquoi par la suite. Donc on met l'échantillon dans une cellule de Malassez, on place la cellule de Malassez au niveau du microscope et on va faire l'examen proprement dit. On fait une cytologie, on fait une détermination des espèces cristallines, des différents faciès cristallins, un comptage des cristaux par espèce et une mesure de la taille moyenne et la taille maximale des cristaux et enfin une mesure de la taille moyenne et maximale des agrégats. Voici un microscope. Le microscope, il contient donc les éléments suivants, les oculaires, un revolver avec des objectifs, avec plusieurs grossissements. Les grossissements qui sont intéressants dans l'étude de la cristallurie, ce sont les x10, x20, x40. Le x100 n'est pas intéressant pour l'étude de la cristallurie. Donc on met l'échantillon au niveau de la cellule de Malassez et on le place au niveau de la platine porte-objet. Et donc nous avons une source de lumière en bas et un condenseur qui va, donc la source de lumière, la lumière va passer à travers notre échantillon et arriver à l'œil. Et élément très important, on utilise un kit de polarisation. Au départ, quand on a commencé à chercher un petit peu pour faire l'étude de la cristallurie, on pensait qu'il fallait utiliser un microscope très particulier, spécial, parce qu'il y a des microscopes à polarisation. En fait, les microscopes à polarisation, c'est beaucoup plus pour la minéralogie.
un microscope simple et juste doté d'un kit de polarisation simple va suffire pour faire l'étude de la cristallurie. C'est quoi un kit de polarisation? On a deux parties, fait deux petits filtres. Le grand, c'est le polariseur et le petit, c'est l'analyseur. Le grand, on va le mettre au niveau de la source de lumière. Et l'analyseur, on va le mettre ici, au niveau de la tête du microscope. En fait, l'échantillon va se retrouver entre le polariseur et l'analyseur. Le polariseur, on va le faire tourner manuellement. Et quand on le fait tourner, c'est le même principe que les lunettes Polaroid. La lumière, elle va traverser l'échantillon et on va faire traverser la lumière dans un certain sens pour faire que on va obtenir un champ qui est donc noir, presque noir, voire violet, ou tout dépend. Et cette polarisation va permettre, dans certains cas, dans certains types de cristaux, de voir apparaître des couleurs. Donc c'est ce qu'on appelle une réfringence en lumière polarisée. Certains, comme par exemple le chef de file, l'acide urique dihydraté, est très très polarisant, très réfringent, ce qu'on appelle une biréfringence ou un aspect polychromatique, plusieurs couleurs, énormément de couleurs. Par la suite, après avoir vu le protocole, on va voir les fameux cristaux qu'on doit reconnaître. Donc, il y a plusieurs classifications possibles. On peut les classer, par exemple, selon leur nature chimique, minérale, organique. On peut les classer selon la réfringence en lumière polarisée. Certains ne sont pas du tout réfringents, d'autres sont faiblement réfringents, d'autres sont fortement réfringents. On peut les classer aussi par domaine de pH. Il y a des cristaux qui apparaissent en urine franchement acide, d'autres plutôt dans une urine neutre ou alcaline. Et pour certains, qui sont indépendants du pH. Donc, quel que soit le pH, on peut les voir. Cette planche est très importante, tirée du livre de Michel Dodon, qui va nous donner, selon la nature chimique du promoteur, les différentes combinaisons possibles d'espèces cristallines qu'on peut avoir. Je vous donnerai quelques exemples. Par exemple, si on prend l'oxalate, elle va se lier au calcium et elle va donner la substance cristallisable qui est l'oxalate de calcium. Et l'oxalate de calcium, elle peut nous donner 3 espèces cristallines différentes. Soit c'est de la wéwélite, qui est le C1, donc oxalate de calcium monohydraté, soit de la wédélite, qui est l'oxalate de calcium dihydraté. Je vous donnerai un mémo technique après pour les apprendre facilement. Moi aussi, j'avais des très grosses difficultés au départ. Ou enfin la caoxite, qui est l'oxalate de calcium trihydraté. Par exemple, si le calcium va s'associer au phosphore, ou là au phosphate plutôt, ça va nous donner des substances cristallisables qui est le phosphate de calcium. Et le phosphate de calcium peut cristalliser en 4 espèces. La carbapatite, la bruchite, les PACC et les phosphates octaédriques pentahydratés. On les verra, Kamel Hadou, on les verra par la suite en photo. Allez, je passe directement. Par exemple, si on prend l'ammonium avec l'urate, ça va nous donner une substance cristallisable qui est l'urate d'ammonium et ça va nous donner des cristaux d'urate d'ammonium. Voilà. Par la suite, nous avons par exemple les cristaux ou les promoteurs de pathologies monogéniques. Par exemple, la xanthine qui va nous donner, la xanthine elle va s'associer à un ion H+, pour nous donner les cristaux de xanthine. La cystine, la même chose. Voilà. Planche très importante, c'est la reconnaissance des cristaux selon les domaines de pH urinaire. Où là, selon des études qui ont été faites chez Michel Dodon,
on voit clairement que, par exemple, pour l'acide urique déhydraté, ça c'est AU2, c'est acide urique déhydraté, l'acide urique déhydraté évolue globalement dans un domaine de pH franchement acide. On ne va pas trouver de l'acide urique déhydraté, par exemple, à un pH à 7. Ce n'est pas possible, il n'est pas cristallisable à ce pH. D'autres, comme par exemple la struvite ou les urates d'ammonium, vont plutôt précipiter, donc cristalliser à un pH franchement alcalin, entre 7 et 8. Et certains, comme les oxalates de calcium, wédélite et wéwélite, remarquez que le domaine de pH est très large. Même les pointillés, prenez en considération même les pointillés. Et on le verra aussi par la suite que les oxalates de calcium, en fait, ne sont pas indépendants du pH. On peut voir des oxalates de calcium presque quel que soit le pH urinaire. Je vous ai mis, on aura l'occasion de poster bien sûr la communication dans la page du Club des jeunes néphrologues. Donc je vous ai mis des tableaux du livre de Michel Dodon qui résument un petit peu les cristaux qui évoluent dans un pH acide, les médicaments qui peuvent cristalliser dans un pH acide, et la même chose, les cristaux qui peuvent être engendrés cristallisés plutôt dans un pH neutre ou alcalin, et aussi les médicaments, différents médicaments qui peuvent cristalliser un pH neutre ou alcalin. J'insiste sur les espèces cristallines qui sont pH indépendantes ou peu dépendantes du pH. Le chef de file, c'est les oxalates de calcium. Tous les oxalates de calcium sont pH indépendants. D'accord ? Aussi, nous avons la cystine, plus ou moins la cystine. Jusqu'à un pH de 7, 7,5, on peut voir de la cystine. Dihydroxyadénine et le cholestérol. Aussi, je vous ai mis ce tableau qui résume un petit peu le caractère réfringent en lumière polarisée des principaux cristaux urinaires. Donc certains sont réfringents, d'autres non, d'autres peu. On verra les photos par la suite. Alors, je pense qu'à ce moment, vous vous demandez et vous dites qu'en fait, 1 heure ne sera pas du tout suffisante pour développer ce thème. On va se rendre compte de l'étendue, que l'étude de la cristallurie est une science en elle-même et que c'est vraiment très 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 vaste. Dans le Big Bang des cristaux, nous avons en réalité 25 espèces cristallines différentes qui vont nous donner 80 faciès cristallins qui vont engendrer 145 formes cristallines différentes. Et la liste se prolonge d'année en année, voire de mois en mois. Allez, on va commencer à voir quelques cristaux, c'est le but. Donc je vous propose une classification très simple, les cristaux habituels, des cristaux métaboliques rares et des cristaux médicamenteux. Donc par exemple, pour les cristaux habituels, je vous ai mis quelques photos. Allez, le premier, Hada, c'est quoi? C'est quoi? Ah, il y a c'est normal. C'est quoi? Oxalate de calcium. Mono ou la di? Dihydraté. Wédélite, dihydraté. Hada, c'est wédélite. Donc, oxalate de calcium dihydraté. Ou hada? Aucune idée. Oh là là. Il y a du boulot, hein? Ah, il y a Walid. Attendez-moi la réponse. C'est le monohydraté. Oxalate de calcium monohydraté. Wélite. Ou hada? Hein? Pardon? Acide urique, polychromatique. Ou hada? Struvite.
struvite, oui. Vous allez voir que la struvite, elle peut avoir plusieurs formes. Allez, on avance rapidement. Alors, les métaboliques rares. Hada. J'espère que vous allez reconnaître quand même. C'est quoi ça? C'est de la cystine. Ben oui. Donc, je ne vous pose même pas la question à la hada. C'est quoi ça? Non. Aya. Non. Dihydroxyadénine. On va le voir après en gros plan. Ouhado. Ça, c'est de la carbapatite. C'est des petites sphères, on les verra aussi. Alors, je ne vous pose même pas la question pour les médicamenteux. Pour les médicamenteux, on a de l'amoxicilline, on a indinavir, on a ceftriaxone, ou on a le dernier, c'est quoi le dernier? C'est le Bactrim. Mais bon, pour les médicamenteux, on est très vite rattrapé par le très grand nombre de morphologies possibles. Là, la cristallurie a ses limites. C'est l'interrogatoire et il faut faire compléter par une spectrophotométrie infrarouge. Malheureusement, elle n'est pas disponible à notre niveau. Allez, go. L'acide urique. Essayez d'avoir une mémoire visuelle, parce que après tout, les cristaux, c'est beaucoup plus le visuel. Donc, l'acide urique, on a 4 types d'acide urique. On a l'acide urique amorphe, on l'appelait les urates amorphes, complexes. Là, maintenant, on les appelle l'acide urique amorphe. C'est des grains polarisants qui évoluent dans un pH plutôt acide. C'est des grains polarisants. هذا l'acide urique amorphe. عندنا deuxièmement l'acide urique dihydraté. Ça veut dire qu'il contient 2 molécules d'eau. L'acide urique dihydraté, on va le voir, par exemple, la forme généralement c'est soit losangique ou il est polychromatique, énormément de couleurs. عندنا l'acide urique monohydraté. C'est une forme un petit peu hexagonale avec des échancrures latérales. هذا il est très très rare. Ou عندنا l'acide urique anhydre. C'est à peu près la même chose, mais il n'y a pas d'échancrure, c'est juste, on dirait, un trait qui est une accentuation de les traits. Voilà. Voilà donc de l'acide urique dihydraté. Vous allez voir l'aspect polychromatique, de très gros cristaux parfois. Là, vous voyez les différents carrés, la cellule de Malassez. Comment elle est divisée en différents carrés. Il y a 100 carrés. Il y a 10 lignes, 100 carrés. Ça va nous permettre de faire le comptage. Voici un cristal d'acide urique avec une polarisation qui est quasi caractéristique. On appelle ça une polarisation annulaire. Vous pouvez voir on dirait qu'il y a des anneaux avec des couleurs différentes. Je ne sais pas ce que vous voyez ou pas. D'accord. Donc, il y a aussi, les cristaux peuvent être épaissis, comme c'est le cas ici, et basculer un petit peu vers le côté. Hada, c'était de l'acide urique dihydraté. Quand il va s'épaissir, il va basculer sur le côté, et par la suite, il va devenir comme ça. Alors ici, regardez bien, là on a un cristal d'acide urique qui est épais avec la polarisation annulaire. Et là on voit qu'il y a 2 choses qui sortent du cristal. C'est ce qu'on appelle la formation de macles. Les macles. Macles, ça veut dire un nouveau cristal qui va se former à partir d'un cristal initial. Voilà. Hadi, c'est pas important. Je passe. Alors, pour l'oxalate de calcium. L'oxalate de calcium, on va se rappeler, je fais 1, 2, 3, viva l'Algérie. 1, monohydraté. 2, dihydraté. 3, trihydraté.
une molécule d'eau, 2 molécules d'eau, 3 molécules d'eau. Voilà. On va les voir, كامل en détail. نبداو بلا monohydratée. La monohydratée اسمها wéwélite. La forme caractéristique, c'est beaucoup plus une forme ovalaire, arrondie, ovalaire. Avec à la polarisation, un aspect caractéristique, on voit qu'il y a, on dirait, un anneau central en polarisation. Regardez, d'autres cristaux. Là, c'est un agrégat de cristaux de wéwélite. Et quand on voit comme ça un agrégat de cristaux de wéwélite, il y a beaucoup de cristaux. La première pathologie à laquelle on va penser, c'est une hyperoxalurie primaire. Hada, c'est un cristal de profil, un aspect en sablier. Le sablier, l'aspect, c'est un cristal en profil. Et ça, c'est un autre faciès de la wéwélite. C'est une autre forme, si vous voulez, où là, c'est une forme étirée qu'on voit surtout dans le cas, par exemple, d'une intoxication à l'éthylène glycol, où il y a une acidose métabolique importante, avec une production, une hyperoxalurie, et on aura ce genre de cristaux d'oxalate, de wéwélite. Deuxième type, donc 2, c'est dihydraté. Dihydraté, oxalate de calcium dihydraté, qu'on appelle wédélite. Dihydraté, wédélite. C'est facile. Alors la forme, elle est typique. C'est le cristal le plus facile à reconnaître au niveau de l'urine. Il ne faut pas passer devant ce type de cristaux. En fait, ce sont 2 pyramides qui sont accolées. On dirait qu'on est en train de voir une pyramide d'en haut. D'accord? Avec la base de la pyramide et le sommet de la pyramide. Cette pyramide est transparente. Ce sont 2 pyramides qui sont accolées. Voilà. Alors là, ici, on voit un agrégat de wédélite. Un agrégat. Et quand il y a un agrégat comme ça, on va penser qu'il y a une hypocitraturie, parce que le citrate, c'est ce qui va empêcher l'agrégation des cristaux. Un autre faciès très important, ou une autre forme très importante de la wédélite, a de la forme qu'il faut retenir impérativement. A de la forme, regardez bien, Hada on appelle oxalate de calcium dihydraté, donc dodécaédrique. Dodécaédrique. Had le dodécaédrique, on le voit lorsque l'hypercalciurie est majeure. Donc il y a une hypercalciurie importante. Pourquoi? Parce que les cristaux, quand il y a une hypercalciurie importante, les 2 pyramides, qui étaient collées, elles vont se déplacer, elles vont s'éloigner les unes des autres. C'est ce qu'on voit, la tête de la première pyramide, ou la tête, le sommet de la deuxième pyramide. Elles vont s'éloigner progressivement l'une de l'autre. Plus la calciurie est élevée, plus vous aurez l'éloignement de ces 2 pyramides. Donc cette forme-là, dodécaédrique, oxalate de calcium dihydraté dodécaédrique ou wédélite dodécaédrique, on la voit dans l'hypercalciurie majeure. Voilà donc une autre image où on a l'association des 2, dihydraté, octaédrique, on appelle ça une forme octaédrique, et à côté, collé, on a un cristal dodécaédrique. Troisièmement, on a l'oxalate de calcium trihydraté. Clairement, on le voit rarement. Plus le cristal est hydraté, moins il va résister dans le temps. Parce que les cristaux ils vont progressivement se déshydrater. Trihydraté va devenir dihydraté. Le dihydraté risque de devenir monohydraté. C'est ce qu'on appelle une conversion cristalline. Planche très importante. Oxalate de calcium. Quand est-ce qu'on va dire qu'il y a une hyperoxalurie et quand est-ce qu'on va dire qu'il y a une hypercalciurie? En fait, déjà de la morphologie. Pourquoi des fois on aura formation d'oxalate de calcium dihydraté
Et dans d'autres situations, on aura des oxalates de calcium monohydratés. En fait, ça va dépendre du rapport calciurie sur oxalurie. Le ratio calciurie-oxalurie. Alors, si on a une hypercalciurie franche, très importante, ce ratio va être beaucoup plus, à être supérieur à 14. Là, on aura exclusivement la formation de wedylite octaédrique ou dodécaédrique, c'est-à-dire de C2, d'oxalate de calcium dihydraté. Maintenant, si ce rapport, lorsqu'il y a une augmentation de l'oxalurie, ce rapport va diminuer, donc on aura un rapport qui va être aux alentours de 5 ou un peu moins de 5. Il y aura exclusivement une formation de wéwélite, donc de monohydraté. Et troisième cas, si on a un ratio qui est entre 5 et 14, on aura la formation des deux. Et on aura une cristallurie mixte. Donc on aura des dihydratés et des monohydratés en même temps. D'accord ? Alors, très rapidement pour les phosphates de calcium, je vous ai dit qu'il y avait 4 types différents. Nous avons la carbapatite, c'est des sphères, c'est des petits grains polarisants qu'on arrive difficilement à voir. On a la bruchite. La bruchite, c'est soit des aiguilles, comme ça, éparpillées, ou agrégées, comme ça, des baguettes agrégées. Et la bruchite, elle signe quoi? Si on voit des bruchites, à quoi on pense en premier? On doit penser à une hyperpara primaire. La bruchite est égale hyperpara primaire jusqu'à preuve du contraire. Il y a des phosphates aussi du PACC, ce qu'on appelle du PACC, phosphate acide de calcium carbonaté, où c'est des grains qui ne sont pas polarisants, contrairement aux acides uriques amorphes qu'on a vu qui étaient des grains polarisants. C'est des grains non polarisants qu'on voit très fréquemment. Et il y a aussi les phosphates octaédriques pentahydratés qu'on n'arrive pas en fait à différencier des PACC. Il faudrait faire une analyse spectrophotométrique et ça ne sert à rien parce qu'ils ont la même signification. On passe aux cristaux d'infection, la struvite. La struvite, elle peut prendre plusieurs formes. Ça peut prendre une forme de baguette avec, on dirait que les angles d'Yaoulha sont trapézoïdes, contrairement à la bruchite. On voit des angulations partout. La même chose ici. Regardez la forme, il y a des angles partout. C'est une forme trapézoïdale. Ça peut être aussi en forme de ciseau quand le pH urinaire est très élevé. Ça peut prendre aussi d'autres formes, un peu atypiques, triangle, carré, rectangle, d'autres formes. Et la bruchite, plutôt la struvite, elle a une caractéristique, la plupart des cas, elle est fortement polarisante. Voilà. Si vous n'arrivez pas, par exemple, à la différencier à l'acide urique, par exemple, vous voyez le pH. L'acide urique, il évolue dans un pH acide, on a dit, et la struvite, clairement alcalin. Voilà. D'autres cristaux peuvent accompagner la struvite lorsqu'il y a une infection, c'est les urates d'ammonium. Les urates d'ammonium peuvent prendre plusieurs formes. Ici, par exemple, c'est des sphères. C'est des sphères avec des échancrures ou c'est ce qu'on appelle une forme en pomme épineuse, thorny apple. Voilà, ça ressemble à ça en fait. Et il y a d'autres formes de cristaux, comme les urates de sodium, qui peuvent prendre la forme d'aiguilles, très polarisantes. Voilà. On passe à certains cristaux très importants parce qu'ils vont nous orienter directement vers une cause génétique, la cystine en chef de file. Il faut se rappeler de cette forme hexagonale. Elle est peu polarisante.
Et des fois, c'est un peu difficile avec certains autres cristaux. Alors, ce qui est caractéristique de la cystine, c'est les macles. Quand un nouveau cristal va se former à partir d'un cristal initial, regardez, il y a toujours une symétrie. Si vous remarquez, c'est toujours symétrique. Il y a toujours une symétrie entre le nouveau cristal et le cristal initial. Et ça nous aide beaucoup à dire que c'est de la cystine. Deuxième cristal très important d'origine génétique. Hada aussi, il faut se rappeler, c'est très rare. C'est des cristaux de 2,8-dihydroxyadénine. Ça nous oriente vers un déficit en APRT qui donne des lithiases récidivantes chez le jeune ou le moins jeune avec un potentiel d'évolution vers l'IRCT. Et donc, ce qui est caractéristique, c'est que c'est des sphères à peu près de 10 microns de taille qui ont une polarisation caractéristique en croix de Malte. C'est ce qu'on appelle une croix de Malte. Hada, on ne peut pas le rater. Quand on le voit une fois, c'est bon. Donc, l'avantage, c'est le traitement, on le verra par la suite. Il suffit de voir ce type de cristaux pour poser un diagnostic et faire profiter aux malades des années de errance diagnostique. Sur un coup d'œil, en microscope, on peut poser le diagnostic sans aucune analyse. Bien sûr, là, il faut compléter par une spectrophotométrie, histoire d'être pratiquement certain que c'est de la 2,8-dihydroxyadénine. Une autre pathologie génétique aussi, la xanthinurie. Cristaux de xanthine qui ne sont pas très spécifiques. On a des sphères, des petits grains qui sont polarisants. Parfois, on a des grains parfois polarisants, parfois non polarisants. Mais là, dans ce cas, par exemple, il est impératif de compléter par une spectrophotométrie. On ne peut pas poser le diagnostic de xanthinurie juste en voyant cette image. Cholestérol, ce n'est pas très important. Lors des syndromes néphrotiques profonds, par exemple, où il y a une lipidurie très importante, on peut croiser ce genre de cristaux. Cristallurie médicamenteuse, là, je ne vais pas m'étaler, parce que c'est tout un monde. Juste pour vous dire que cristallurie médicamenteuse, quand on voit, par exemple, on a ce genre de forme au niveau de la cristallurie, il faut toujours revenir à l'anamnèse et poser la question sous quel traitement vous êtes, surtout les antibiotiques. Il faut chercher quel type d'antibiotique a été pris dans les 2 heures ou la demi-journée qui a précédé la récolte. Avant-dernier point. Quelles anomalies biochimiques? Très, très important. Parce que pourquoi on fait l'étude de la cristallurie? En fait, c'est pour en déduire les anomalies biochimiques causales et pouvoir apporter par la suite un traitement. Donc, l'acide urique, si on trouve des cristaux d'acide urique, surtout dihydratés, ça nous oriente vers quoi? Vers une hyperacidité urinaire. On va dire que le pH est franchement acide. Plus ou moins une hyperuricurie. Ce n'est pas dans tous les cas. Si le pH est franchement acide, on n'a pas besoin d'une uricurie. L'uricurie peut être normale et on aura des cristaux. Mais si le pH il est un peu plus élevé, il va falloir que l'uricurie, l'acide urique urinaire soit plus élevé pour former des cristaux. Les urates complexes, l'acide urique amorphe, c'est une hyperuricurie. Les oxalates de calcium, la wéwélite, donc monohydratée, c'est une hyperoxalurie. Wéwélite, hyperoxalurie. Wédilite, dihydratée, c'est une hypercalciurie qui peut être accompagnée parfois avec une hyperoxalurie aussi. Les phosphates de calcium, si on voit de la bruchite, c'est une hypercalciurie aussi, avec une hyperphosphaturie, avec une hypocitraturie. Les cristaux de PACC ou de carbapatite, si on les voit, on va en déduire que notre pH est plutôt alcalin.
les cristaux de phosphate, de phosphoammonico-magnésienne, c'est-à-dire la struvite, on va penser directement à l'infection urinaire à germe uréasique. Pour l'urate d'ammonium, on a une hyperuricurie et une hyperammoniogenèse rénale ou urinaire. Voilà. Pour les espèces métaboliques rares, c'est très simple. La cystine, c'est une cystinurie. L'hydroxyadénine, c'est un déficit en APRT. La xanthine, c'est une xanthinurie. La tyrosine, c'est une tyrosinémie familiale, c'est les hépatopathies graves. Voilà, pour les autres, je passe. Dernier point, la cristallurie, quelles limites? Comme tout examen, ça a quand même des limites. Les limites sont plutôt liées à l'examen, enfin l'examen lui-même ou l'échantillon. L'échantillon qui est, si vous mettez un échantillon au réfrigérateur, c'est plus la peine de faire une cristallurie, ça ne sert à rien du tout. Parce que vous allez faire précipiter des cristaux d'acide urique et donc votre étude sera faussée. Voilà, donc les biais préanalytiques aussi, si le patient a une infection urinaire associée, ou il a une procédure endo-urologique, ou il a une LEC, ou là, il faut garder un certain temps avant de pouvoir analyser correctement la cristallurie. Les limites liées à l'examinateur, sa formation, sa compétence, son expérience, et les limites liées au type de cristaux, parce que des fois, il y a des morphologies inhabituelles, des fois, il y a des sphères, les sphères, il y a une trentaine de possibilités différentes pour les sphères et pour les médicaments aussi. Et dans tous ces cas, vient l'intérêt de l'étude spectrophotométrique en infrarouge. Malheureusement, ne se fait pas à notre niveau en Algérie, surtout pour les sédiments ou les cristalluries. Je vous montre rapidement à quoi doit ressembler un compte rendu de cristallurie. Donc, nous avons les renseignements généraux du patient. On a, par la suite, on fait une chimie urinaire dans laquelle on doit mesurer le pH, une mesure qui doit être la plus précise possible. On utilise généralement soit un pH mètre ou du papier pH double plage. Parce que le papier pH normal, où il a le pH avec la bandelette, il n'est pas sensible. On a besoin d'avoir quand même une sensibilité d'au moins 0,1 pour pouvoir donner ou bien diagnostiquer par la suite le type de cristaux. Par la suite, la partie étude de la cristallurie en elle-même, où là, par exemple ici, je mets le type de cristaux que j'ai trouvé. Dans ce cas, pour ce patient, j'ai trouvé des monohydratés, des dihydratés. Et des dihydratés, j'en ai trouvé des octaédriques et des dodécaédriques. Donc, j'ai complété par le nombre par millimètre, par leur taille moyenne, par ce qu'on appelle une mesure du volume cristallin. Bon, là, on ne va pas en parler en une heure, ce n'est pas possible. Mais déjà, d'ores et déjà, si on trouve des dihydratés et dodécaédriques et des monohydratés, quelles sont les anomalies biologiques qu'on peut suggérer? Alors, monohydraté, j'espère que je fais tout, au moins la monohydratée. Hyperoxalurie. On a une hyperoxalurie. 1. 2. On a des dihydratés. Donc, hypercalciurie. J'ai des dodécaédriques. Je vais vous remontrer la photo. Dodécaédrique. Hawlik dodécaédrique. Donc, hypercalciurie majeure. Voilà. Hypercalciurie majeure. On a aussi un agrégat. Un agrégat. Et là, quand on a un agrégat, on peut parler aussi d'une hypocitraturie. Donc, dans le compte rendu, qu'est-ce que j'ai mis? J'ai mis cristallurie positive faite de wéwélite ovalaire, souvent cristaux de wéwélite ovalaire souvent volumineux, j'ai mis le volume cristallin que j'ai calculé,
des wedélites dodécaédriques avec leur volume, voilà, et des wedélites octaédriques avec leur volume aussi, et j'ai mis avec des petits agrégats et des macles. Et tout ça va nous suggérer une hypercalciurie majeure, une hyperoxalurie, plus ou moins une hypocitraturie. Et tout ça aussi, puisqu'il y a des agrégats, puisque le volume cristallin il est très important, ça va nous suggérer qu'il y a une forte activité lithiasique et c'est un profil de récidive. Ça veut dire que le patient, il va récidiver. Voilà, donc en conclusion, la cristallurie est l'examen incontournable dans l'exploration et les suivis des lithiases rénales. Malheureusement, cet examen est largement sous-exploité pour plusieurs raisons. La compétence, le manque de temps, le manque d'intérêt surtout. C'est un examen simple qui n'est pas invasif, qui est répétitif, à faible coût, très pertinent. On a vu dans le cas de pathologies surtout d'hyperoxalurie ou de pathologies héréditaires. Voilà, donc au lieu de bombarder, de faire toute une panoplie d'exploration, des uroscanners à tort et à travers, répétés, des tests génétiques, la cristallurie, des fois, elle va vous mettre directement sur la cible. Et avec l'étude de la cristallurie, vous allez cibler le processus. Est-ce qu'il est oxalodépendant? Est-ce qu'il est d'acidurique? Est-ce que c'est une lithiase d'origine génétique? Et là, vous pourrez par la suite cibler vos explorations et avoir un coût global qui est très très intéressant. Voilà, donc on passe au post-test. Donc j'espère que toute cette panoplie d'informations a été digérée partiellement. Allez. Donc reprenez votre feuille et il y a le verso, c'est le post-test. On commence? Alors, 1. Comment appelle-t-on ce cristal? Oui, non, cochez. Wedélite, wéwélite, struvite, acidurique, carbapatite. Allez trop vite. Allez, Jos. Deuxième question. Les cristaux de wéwélite sont des cristaux de phosphate de calcium, oxalate de calcium déhydraté, phosphoammoniaco-magnésienne, acidurique, oxalate de calcium monohydraté. 3. Comment appelle-t-on ce cristal? Struvite, wedélite octaédrique, wedélite dodécaédrique, acidurique déhydraté, acidurique amorphe. 4. Quelles anomalies biochimiques? Alors, quelles anomalies biochimiques, quelle anomalie biochimique est suggérée devant la présence de ce cristal? Une hyperoxalurie modérée, une hypercalciurie modérée, une hyperoxalurie majeure, une hypercalciurie majeure, une hyperuricurie. Quelle anomalie 5, question 5. Quelle anomalie biochimique est suggérée devant la présence de ces cristaux? Cystinurie, hypercalciurie majeure, hyperacidité urinaire, hyperoxalurie majeure, hyperuricurie. 6. Quelle anomalie biochimique est suggérée devant la présence de ces cristaux? Hyperoxalurie, hypercalciurie, cystinurie, hypocitraturie, xanthinurie. 7. Comment appelle-t-on ces cristaux? Struvite, carbapatite, caoxite, 2,8-dihydroxyadénine, acidurique amorphe. 8. La présence de cristaux de struvite est associée à une hypercalciurie, un déficit en APRT, une hypercalciurie majeure, une hyperacidité urinaire, une infection urinaire à germe uréasique. 9.
La réalisation d'une étude de la cristallurie se fait sur la totalité de l'urine de 24 heures, les premières urines du matin à jeun, prélèvement sanguin centrifugé, échantillon d'urine gardé au réfrigérateur, un prélèvement sanguin et urinaire. 10. La formation de tous ces types de cristaux est pH dépendante, sauf pour un, lequel? Wedélite, bruchite, struvite, acide urique, urate d'ammonium. ما تنقلوش ما تكوبيوش. 11. Comment appelle-t-on la formation d'un nouveau cristal à partir d'un cristal initial? Un agrégat, une multiplication, une dissolution, un macle, une mutation. تحبوا الماكلة. La présence de cristaux de bruchite fait évoquer le diagnostic suivant. Maladie de Kakirichi, une hyperparaprimaire, cystinurie, polykystose rénale, une intoxication à l'éthylène glycol. Voilà. C'est bon? On corrige. Autocorrection. 1. Wedélite. Wedélite. Corrigez le pré-test ou le post-test. Vous mettez une croix. Si vous la réponse est juste, mettez une croix. Après, vous allez la comptabiliser. Aïe. Deuxième question. Cristaux de wewélite sont des cristaux de oxalate de calcium monohydraté. On a wedélite, D dihydraté. Wewélite monohydraté. Comment appelle-t-on ce cristal? Dodécaédrique. Direct. 4. Quelle anomalie biochimique est suggérée devant la dodécaédrique? Hypercalciurie majeure. Hypercalciurie majeure. 5. Quelle anomalie biochimique est suggérée devant la présence de ces cristaux? Hyperoxalurie majeure. Le fléau des lithiases en néphrologie. 6. Quelle anomalie biochimique est suggérée devant la présence de ces cristaux? Cystinurie. 7. Direct. Dihydroxyadénine. Croix de Malte. 8. Struvite est égal infection urinaire à germe uréasique. 9. La cristallurie, on l'a fait sur les premières urines du matin à jeun. Ni sur les 24 heures, ni le sang. 10. Quel est le cristaux qui sont pH dépendants? Faire de la liste, c'est la wedélite. On a dit que les oxalates de calcium sont pH dépendants. Indépendants. Je répète, quels sont les cristaux qui sont pH indépendants? C'est-à-dire que la liste كامل sont pH dépendants sauf pour un, lequel? ضحكنا معك. Question 11. Comment appelle-t-on la formation d'un nouveau cristal à partir d'un initial? Macle. 12e et dernière question. Devant la bruchite, c'est une hyperpara primaire jusqu'à preuve du contraire. Voilà, je vous laisse 1 minute pour faire votre compte. Entre-temps, je vous dis à quand votre première cristallurie. Ne soyez pas effrayés de prendre un chemin différent des autres. Et je remercie le comité d'organisation, les sponsors, les intervenants, les participants, notre maître et longue vie au club. On va passer à une dizaine de minutes. Je vais vous montrer sur un seul échantillon, puisqu'apparemment on n'a pas le temps. Un seul échantillon, on n'a pas le temps. Donc, je vous montre en live comment faire une cristallurie. Comme ça, vous allez le voir en moins. J'espère pas pour la dernière fois.
Merci. هذا غير شوف déplacer ou les parce que j'aurai les deux mains terrées qui sont déplacer le porte. Ouais. Ok, donc on va procéder à une cristallerie. Donc j'ai ramené une cellule de Malassez. Donc vous avez deux microscopes, les deux avec lesquels je travaille. Je travaille principalement avec celui-ci, mais le deuxième aussi, le petit, il est très intéressant, surtout pour la lumière polarisée que je trouve meilleure que celui-là. Celui-là, je l'utilise beaucoup plus pour l'étude du sédiment urinaire parce qu'il est doté du contraste de phase, contrairement au petit. Voilà. Donc, ce qu'on va faire d'abord, bien sûr, prendre l'échantillon, faire une homogénéisation. Oui. Donc, on fait une homogénéisation par retournement. Et par la suite, on va prendre la pipette de précision. On va mettre donc un embout en plastique. Voilà. Et on va prendre un échantillon d'urine qu'on va placer au niveau de la cellule de Malassez. Il faut savoir que j'ai mesuré déjà le pH avant de venir. Pour être plus simple, le pH, il faut toujours demander le pH. Le pH est à 7,74. Déjà, vous éliminez beaucoup de choses. Ouais. C'est bon. Donc, on met l'échantillon la cellule de Malassez. On dépose la lamelle. La lamelle, voilà. On laisse un tout petit espace vers l'avant. On prend l'échantillon. Alors, pas de gants. Si vous faites une cristallerie, oubliez l'histoire des gants et tout. Attendez le papier, on ne sait jamais. C'est une urine qui est millésimée. Hein. Donc je ne vous dis pas l'odeur. Si vous n'aimez pas le pipi, la cristallerie n'est pas faite pour vous. Voilà, on a déposé l'urine. Hicham Cook. On va placer l'échantillon au niveau du microscope. On va faire la mise au point. On va faire la mise au point. Voilà. On y est. ديروا دوك la caméra.
Right ban. Bon, pas très très bien. Attendez, je vais essayer de... Voilà. Ça c'est du 10, oui. Ça c'est du 10. Attendez, là c'est bon. Donc, alors, pardon. Qu'est-ce qui se passe? Je vais aider. Voilà. Voilà. Alors, شوفوا هنا, donc le pH 7,74. Et vous voyez un cristal comme ça. Alors, qui a une idée? خلينا infectieux. Le type de cristal d'abord, c'est quoi? Hein? Non. Non. Hein? Struvite. Comme la struvite, 1, elle évolue dans un pH très alcalin. 2, là, elle est très fortement polarisante. Ou 3, je fais oublier les angulaires, فيها بزاف les ongles. Voilà. Alors, نحوسوا على d'autres. Je reviens sur le x10 pour chercher un champ qui soit intéressant. Malheureusement, l'image n'est pas très bonne, hein, donc... Non, si je suis à la polarisation. Non, voilà. Ah, c'est quoi ça? هذا faible grossissement, on est au 10. واش هذا الكريستال هذا اللي هو الفوق؟ وديليت. وديليت octaédrique. Octaédrique. C'est du C2, on appelle ça du dihydraté, donc c'est du C2. نسيو نشوفوا كي نكبروه. Voilà. Il y en a deux, واحد الفوق l'autre لتحت. Celui qui est à côté هنايا, je suis un peu plus en bas vers la gauche. C'est de la struvite. Malheureusement, ما راهيش تبان مليح. On laisse tranquille, on ne va pas trop s'étaler. نزيد نحوس لكم un dernier champ.
Voilà, même chose. Qu'est-ce que vous pouvez me dire? Qu'est-ce que vous voyez? En haut à gauche, oui, delete. Attendez, pointer. هنا oui, delete. وهنا struvite, voilà. Après, il faut imaginer les cristaux en 3 dimensions, donc ça peut prendre n'importe quelle orientation. Voilà, donc qu'est-ce qu'on peut dire, par exemple, dans ce cas, pour terminer, puisqu'on n'a plus le temps, qu'est-ce qu'on peut dire, qu'est-ce qu'on peut conclure comme anomalie biologique? Si on a un patient qui vient et qu'on fait une cristallurie et on trouve ces anomalies, qu'est-ce qu'on peut conclure, en conclure? L'hypercalciurie, comment vous la jugez? Bon, on n'a pas trouvé de dodécaédrique, donc on ne dit pas diététique, on dit modéré, parce qu'on ne sait pas. Donc on dit modéré. Donc hypercalciurie modérée, mais plus important encore, bien sûr. Donc présence de struvite fortement, voilà, probablement, très probablement en rapport avec une infection urinaire à germe uréasique, à compléter par un ECBU pour identifier le germe et par la suite proposer l'antibiothérapie adéquate. Voilà, je vous remercie.